Eh bien, bonjour à tous. Donc, le thème de ce matin de ce webinaire est améliorer l'expérience client sur les canaux digitaux grâce à la recommandation produit, un challenge à portée de tous. Alors, ce matin, je suis accompagné d'Experian et d'Hélène Davro, excuse-moi Hélène, qui est pre-sales consultant chez Experian, et moi-même, donc Pascal Morvan, directeur solution chez Compario. Donc globalement, le thème de ce matin, on l'évoquait, améliorer l'expérience client sur les canaux digitaux, c'est comment proposer à chaque client des interactions fluides en one-to-one en intégrant des solutions de recommandation produits à votre stratégie de campagne marketing cross-canal. Alors, avant de démarrer, je vais laisser la parole à Hélène. Hélène, est-ce que tu peux nous présenter qui est… comment on va procéder? On va parler en gros, le webinaire va passer en 3 temps. Comment on peut améliorer l'expérience client par la mise en place de triggers marketing, comment on va distribuer un bon contenu grâce à la recommandation produit, et surtout comment on va associer le savoir-faire de nos deux entreprises à travers cette solution. Alors, Experian, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'entreprise? Oui, alors tout d'abord, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, quelques mots effectivement pour vous situer le métier d'Experian et bien quels sont les domaines d'expertise sur lesquels on intervient. Donc, notre métier regroupe 3 expertises avec une dominance forte sur la data et essentiellement, dans un premier temps, la qualité des données, puisqu'on considère effectivement que de bonnes actions marketing, eh bien, il faut des données de bonne qualité. Excusez-moi. Ensuite, une deuxième expertise autour de la connaissance client et du ciblage, puisque encore une fois, de bonnes actions marketing, ce sont des données de qualité, mais également des données bien travaillées et bien exécutées. Et enfin, le marketing cross-canal, où là, eh bien, c'est un domaine de compétences très lié à l'exécution et à la livraison des campagnes de communication de marketing direct sur l'ensemble des canaux digitaux et non digitaux. L'ambition que l'on a aujourd'hui à travers la livraison de ces 3 expertises sur le marché, c'est vraiment de permettre à chaque entreprise de mettre en place des interactions alors intelligentes, certes, mais surtout des interactions pertinentes, et ce à chaque instant dans un contexte que Pascal va vous présenter par la suite, définitivement cross-canal. Comment on applique en fait de manière plus générale quand on est sur des problématiques avec nos clients et nos prospects, comment on applique ces 3 savoir-faire autour de problématiques marketing? Eh bien, on va travailler autour de 3 étapes finalement. La première les 2 premières qui sont très orientées autour du client, de leur connaissance et de la capacité à accompagner l'annonceur à trouver les meilleurs clients et en trouver plus. Et ensuite à rendre plus efficaces les interactions qu'ils vont avoir avec eux à travers les canaux qu'ils souhaitent utiliser, soit eux en tant que marketeurs ou qui vont leur être suggérés par le client lui-même. Et c'est là où on va parler de canal préféré. Très bien. Merci. Quelques-uns de vos clients quand même qui sont assez prestigieux. Oui, merci Pascal. Donc effectivement, quelques clients au niveau international, puisque Marketing Services Experian a une présence dans plus de 40 pays, avec des bureaux notamment aux États-Unis, en Europe, etc. Donc on intervient sur l'ensemble des secteurs d'activité. Le retail, beaucoup, c'est une grosse partie de nos clients, mais aussi la finance, l'assurance, les telcos, finalement tout type de société qui souhaite aujourd'hui avoir une bonne interaction avec ses clients, une bonne expérience client. Merci. Alors, un petit mot sur Compario. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, le domaine d'expertise de Compario repose sur 3 grands piliers fonctionnels qui sont le merchandising, la recommandation produit et la personnalisation de l'expérience client. Et ça, quel que soit le point de contact client. Donc, historiquement, Compario était utilisé pour animer tous les canaux sur le web, des canaux digitaux, et depuis peu, de pouvoir aussi animer les emails, d'où notre association avec Experian. On aura l'occasion de vous expliquer ce que nous avons bâti ensemble autour de notre solution. Voilà, donc 3 grands piliers concernant tout ça. Pareil, Compario est très présent dans le retail. On peut citer quelques-uns de nos clients qui nous font confiance. Des gens comme But, Camailleux, Decathlon, Toupargel, Truffaut, etc. Donc, vous voyez, on est très présent dans le monde du retail. Une des particularités aussi de la solution, en tout cas Compario,
et d'être capable d'animer toutes les problématiques de web to shop, de shop to web, etc. Et c'est ce que font nos clients, hein, pouvoir emmener le client à la fois donc vers les magasins, du magasin vers le web et ainsi de suite. Et c'est aussi ce qu'on évoquera ce matin sur toute la problématique de cross-canal, comment tout ça s'oriente. Alors, pour démarrer sur la partie campagne, hein, puisque les spécialistes dans la gestion de campagne marketing, j'ai retrouvé une étude, alors elle n'est pas récente, elle est de 2011, mais je ne pense pas que les chiffres aient énormément changé entre-temps, qui était faite par le Forrester et qui mettait en avant justement, voilà, le premier enjeu sur les campagnes sortantes, c'était d'arriver à personnaliser les messages en tenant compte de la réaction du client en fonction du comportement du client, et ça, quel que soit le canal de connexion. Donc c'était vraiment l'enjeu majeur de cette personnalisation. Il y a d'autres choses qui ressortent hein, dans cette étude. Voilà, comment coordonner la communication sur de multiples canaux, et ça fera l'objet de certains de nos slides. Alors, pour démarrer, j'ai pris un exemple. Aujourd'hui, tout le monde est bien conscient que le consommateur est de plus en plus cross-canal. J'ai pris un petit exemple. Hein. On peut imaginer que le client, que la naissance de son besoin soit venue d'une campagne d'acquisition d'email, et puis il vient chercher des informations dans le magasin, il vient sur le web pour établir une liste de produits, il va comparer par rapport aux offres des autres distributeurs, il vient acheter, il va gérer le service après-vente, etc. Voilà. Donc on voit bien que tous les canaux aujourd'hui concourent à la transformation, d'accord, au taux de transformation client, et c'est comment on va être capable d'animer de façon cohérente l'ensemble de ces canaux. Deuxième chose, sur cette interconnexion, aujourd'hui c'est une réalité chez les consommateurs. Pareil, il y a eu deux études, hein, une de Digitas et une autre de la FEVAD. Alors, je vais vous passer hein, tous ces pourcentages, mais globalement, on voyait bien que le consommateur, il utilise plusieurs terminaux, plusieurs points de contact, hein, parce que quand je parle de terminaux, ce n'est pas forcément un terminal physique, qu'ils se renseignent sur Internet, qu'ils se rendent dans les magasins avant d'acheter, qu'ils ont commandé sur Internet, qu'ils viennent retirer en magasin, etc. Voilà. C'est une réalité, et pourtant, ce n'est pas encore une réalité chez les retailers, puisque de la même façon, eMarketer a sorti une étude en septembre 2012 qui disait que c'était le premier enjeu des retailers, en tout cas en Europe, qui était d'arriver à délivrer une expérience d'achat cross-canal et complètement personnalisée. Donc ça, c'est vraiment la chose. Le deuxième point qui est dans cette étude et qui n'est pas souligné en rouge, c'est de mieux utiliser la segmentation client. On va beaucoup parler tout à l'heure de data mart client, de segmentation, de scoring, etc. Et comment utiliser toutes ces données pour pouvoir personnaliser l'expérience client sur l'ensemble de ces canaux. C'est d'ailleurs un des enjeux hein, de savoir que faire de toutes ces données que les marketeurs ont passé beaucoup de temps à collecter. Et aujourd'hui, on a souvent des projets où on a un stock de données qui finalement ne sont pas encore toutes utilisées ou pas toutes bien utilisées. Et sur les projets que l'on rencontre, un des premiers enjeux est de savoir qu'est-ce que je fais de toutes ces données que j'ai et comment je les utilise d'un point de vue opérationnel. Donc il y a quand même derrière souvent ces notions d'expérience client et de projets de gestion de campagne cross-canal, de recommandations produits, etc. Un grand pan autour de la data et des données dont on dispose et comment je peux mieux m'en servir pour mieux les exécuter derrière. C'est vrai que c'est important parce que il y a eu en ce moment on parle beaucoup du big data, d'accord. Voilà. Le big data, c'est le mot à la mode, le big data, je collecte. Donc il me faut des entrepôts de plus en plus grands, il faut des technologies pour pouvoir abriter l'ensemble de ces données. Et puis après, la vraie question, c'est qu'est-ce que j'en fais de toutes ces données et comment je les utilise concrètement pour animer mon client sur l'ensemble de ces canaux. Et c'est ce qu'on va évoquer. Alors, il y a quelque chose d'important par rapport à ce que vous disiez, Experian, c'est, vous pouvez nous commenter cette équation qui semble relativement simple. Oui, alors c'est vrai que c'est toujours facile sur papier, avant la mise en œuvre et le réel projet, comment on l'oriente. Finalement, reposons-nous un peu les fondements de l'expérience client. Qu'est-ce que c'est? Alors bien sûr,
l'objectif derrière tout ça, hein, en tant que retailer ou même en tant qu'entreprise d'une autre secteur d'activité, c'est bien sûr d'améliorer le rendement de sa société, de dégager un plus fort ROI, un meilleur ROI, et de dégager de la croissance. Eh bien, pour nous, c'est assez simple. Ça passe par deux choses très fonctionnelles et très opérationnelles finalement. C'est d'avoir un message au bon moment, et c'est là où la notion de trigger vraiment prend tout son sens. Alors, trigger email, Pascal évoquait l'email tout à l'heure. Maintenant, je pense qu'effectivement, toutes les slides qu'on a pu vous passer précédemment et que Pascal a commenté, on entend beaucoup de choses autour du cross-canal, omni-canal, intercanal, etc. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que tout s'oriente autour de la notion d'interaction beaucoup et autour de l'expérience client en elle-même, de vraiment reprendre, enfin de recentrer son marketing autour de cette gestion du client et pas juste autour de la gestion du canal. Et donc la notion de trigger, c'est vraiment de prendre cette notion de contexte client pour déclencher au bon moment son message, quel que soit le canal finalement que l'on utilise. L'email est un canal assez simple et assez accessible, mais aujourd'hui on rencontre aussi des annonceurs et des sociétés qui ont la volonté de finalement dupliquer ou appliquer ce qu'ils font sur l'email sur d'autres canaux de communication. Ouais. Et le deuxième pilier que l'on va utiliser pour travailler cette expérience client, au-delà de l'opérationnel et du canal de communication, eh bien, ça va être le contenu et donc la notion de recommandation et de push de la bonne offre, du bon produit, du bon visuel en fonction là aussi du contexte client et ne pas forcément se focaliser sur ses propres données, sur ce qu'on sait sur sa segmentation RFM, mais de vraiment prendre en compte eh bien, les dernières données d'interaction ou comment le client a interagi avec le canal et le dernier contenu. Tout à fait. Alors pour ça, moi, je me suis amusé parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'expérience client. Tout le monde parle. L'expérience client améliore la rentabilité des entreprises, améliore les taux de conversion, etc. On en est tous persuadés, mais j'ai essayé de retrouver un peu une définition parce que sous ce mot expérience client, on parle de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jargon. Et j'ai essayé de retrouver la définition qui est apparue le plus souvent sur Internet quand on parle de cette expérience client, elle est la suivante. L'expérience client désigne l'ensemble des perceptions, émotions, sentiments ressentis par un client avant, pendant et après l'achat d'un produit ou d'un service. Voilà. C'est la définition la plus utilisée pour définir cette expérience client. Moi, par rapport à cette définition, j'ai essayé d'en ressortir un petit peu d'autres concepts. Le premier qui doit ressortir de cette expérience client, c'est une relation fluide, on dit une relation fluide et satisfaisante en tout point de contact pour les clients pour lui simplifier la vie et lui éviter la complexité. Et là, c'est un des thèmes que l'on abordera tout à l'heure. Ça veut dire quoi? C'est que si on veut arriver à avoir cette fluidité, cette cohérence, eh bien, il faut absolument interconnecter les canaux les uns avec les autres pour arriver à parler de façon unique à son client, et ça, quel que soit ce que j'appelle le point de contact. Le deuxième point qui ressort énormément, c'est le sentiment d'être reconnu, considéré, compris, mieux servi que partout ailleurs, etc. Eh bien, ça, c'est un deuxième pilier qui est important, qui est comment je vais parler personnellement à mon client. Et là, on va aborder les thèmes de la personnalisation, comment on peut personnaliser eh bien, les messages, les offres, le push produit par rapport à l'ensemble de ses clients. Dernière chose, c'est ce n'est pas tant d'offrir une expérience inoubliable à un client, mais c'est surtout de lui offrir de la cohérence. D'accord? C'est de la cohérence, quel que soit le point de contact. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on est trop souvent, en tant que client, en tant que consommateur, moi-même, des fois, je reçois des messages par email, et puis quand je viens sur le site web, on ne me parle plus du tout de ça, on me parle d'autre chose, ou c'est à moi d'aller rechercher des informations sur ce canal. Il faut absolument faire en sorte que le discours, la communication soit globale et cross-canal. Cette expérience client, d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'au-delà de l'impact outils, solutions et approche marketing, ça peut avoir, et ça aussi, des impacts au niveau de l'organisation des entreprises, puisque quand on arrive sur des projets de gestion de campagne qui englobent vraiment les trois notions que Pascal vient de vous citer, eh bien, on retrouve aussi au milieu des discussions tous les impacts organisationnels au sein d'une société que cela peut avoir, et donc de cette nécessité, ou en tout cas de cette prise de conscience,
de devoir réorganiser les services marketing autour du client pour pouvoir réellement mieux délivrer ces trois fondamentaux de personnalisation, de cohérence et d'interconnexion des canaux et de sortir un peu des modes classiques. On a vu un responsable email, un responsable display, un responsable réseau social. On voit des nouveaux postes apparaître au sein des organisations, chef du parcours client, directeur de l'expérience client. Donc aussi une vraie prise de conscience des organisations qu'il faut faire bouger aussi au-delà de l'outillage et de la solution, eh bien l'équipe projet et les expertises autour de la mise en œuvre de ces solutions. Très bien. Alors, j'ai rencontré récemment des gens, il y a eu un certain nombre d'études, en tout cas aussi au niveau de la FEVAD, qui parlaient du constat sur l'email aujourd'hui, la performance qui diminue, le nombre d'ouvertures, le taux de clic, etc., qui visiblement était un peu en chute libre. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Hélène? Oui, je peux vous commenter ça. Alors, ça fait quelques années qu'on est sur le marché d'email, Experian, et ça fait vraiment quelques années que j'entends ça tous les ans. L'email va mourir, l'email est en train de mourir. Que dire? Non, il ne va pas mourir. On sait, on le constate dans les études que l'on peut faire, dans les benchmarks que l'on réalise, que l'email, qu'un certain type d'email est mort. Et oui, effectivement, c'est le mass mailing définitivement a rendu l'âme. Et finalement, sur ce canal purement de marketing direct que l'on a constaté, enfin que l'on a manipulé comme un canal de masse pendant très longtemps, il faut juste y appliquer, y remettre eh bien, tous les principes et les fondamentaux que l'on a évoqués par ailleurs avec Pascal sur les slides précédentes, c'est-à-dire mieux délivrer un contenu plus en adéquation avec les besoins du client, parce que ce client, eh bien, il est de plus en plus volatile, il est de plus en plus il est de moins en moins fidèle finalement, parce que forcément l'accès à Internet, cette démocratisation de la technologie fait qu'il a accès à énormément d'informations, à énormément de choix, et qu'être pertinent, c'est devient vraiment un fondamental. Une étude qui est très intéressante, que j'aime citer et qui fait ressortir une chose assez stupéfiante, c'est Google qui l'avait menée autour de du Zimote, du concept de Zimote, donc ces fameux moments de vérité qui sont finalement des points de contact avec lesquels la marque rentre avec son consommateur et qui a forcément bougé par tout ce qu'on vient, influencé par tout ce qu'on a décrit précédemment. Alors, le cycle classique, c'était j'envoie un stimuli marketing, et puis j'attends qu'il y ait l'acte d'achat, c'est le premier moment de vérité, et ensuite j'organise mon marketing pour organiser des deuxièmes moments de vérité autour de l'expérience de comment il va utiliser mon produit. Aujourd'hui, tout ça est un petit peu bousculé par ce fameux concept du Zimote, puisqu'on s'est bien rendu compte, et Google l'a très bien expliqué, qu'il y a une nouvelle zone à prendre en compte en tant que marketeur qui se situe entre les actions marketing que je souhaite balancer pusher à mes consommateurs avant l'acte d'achat. Et cette zone d'interaction, eh bien, elle va vraiment être orientée de façon purement interactive, purement personnalisée. L'étude qui a été réalisée, qui a fait ressortir quelque chose, c'est que les 3000 parcours clients qui ont été étudiés par Google ont fait ressortir 3000 parcours clients quasiment non identiques. C'est-à-dire que chaque individu est à prendre en compte et qu'il faut une personnalisation très forte de toutes les actions qu'on peut avoir au niveau de cette zone avant l'acte d'achat. Et donc cette notion vraiment de personnalisation, de cohérence, elle est hyper importante. Ce que vous êtes en train de nous dire là, Hélène, c'est que les clients ne réagissent pas tous de la même façon, et on abordera, je pense, tout de suite après la notion de parcours client, mais on a trop vu pendant très très longtemps où le parcours client, on le définissait pour tout le monde de la même façon en disant le client s'inscrit sur le site web, J+7 je fais ça, J+14 je fais autre chose, J+21 je lui envoie un troisième message, sans tenir compte réellement de est-ce qu'il avait eu d'autres interactions avec la marque, est-ce qu'il avait pourquoi pas acheté auparavant, comment il a réagi au premier message qu'on lui a envoyé. Et donc c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que le parcours client ne doit pas être défini de façon globale et identique pour chaque client, mais c'est tenir compte de cette réaction vis-à-vis de la marque, vis-à-vis de l'enseigne, pour adapter sa stratégie de communication au fil de l'eau,
C'est un peu ça. Exactement. En fait, c'est un peu de dire que la CRM, comme on a pu la connaître précédemment, qui figeait finalement son plan marketing sur une période semestrielle, trimestrielle. Alors moi, je viens de la VPC, j'ai connu ça. On faisait son plan de marketing direct à 6 mois, voilà. Et Oui, mais puis, Noël, c'est toujours Noël. toujours, c'est toujours Noël. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une combinaison entre la CRM et cette notion d'interaction où il faut se laisser la liberté en tant que marketeur de pouvoir interagir et réagir aux actions de son client. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que sur le marché de la gestion de campagne, eh bien, c'est vraiment vers ça que s'orientent les solutions. Et d'ailleurs, pour reciter Forrester qui a publié un report, enfin une analyse, un reporting très récemment, eh bien aujourd'hui, quand ils sortent leurs études de positionnement des solutions, les mots qui ressortent, ce ne sont plus forcément outils de gestion de campagne ou outils de CRM, mais ce sont outils de gestion du cycle de vie client. Et quels sont les annonceurs qui arrivent à faire évoluer leurs solutions, à faire évoluer leur R&D pour prendre en compte vraiment ce besoin du marketeur de gérer des interactions et pas juste de la CRM. Tout à fait. Donc par rapport à ça, vous nous donnez ici un certain nombre un conseil, visiblement. Oui, tout à fait. Donc comment on peut réagir face à ce constat et à cette situation? Eh bien, tout simplement en multipliant les points de contact ciblés ou déclenchés, donc en se projetant un petit peu sur comment son client va pouvoir réagir quand il va recevoir ma communication. Et quand on regarde un peu les résultats, hein, parce qu'on est quand même aussi là pour parler de chiffres, on a 2 chiffres intéressants qui ressortent, qui sont issus des benchmarks que l'on fait sur nos clients, donc vraiment annonceurs, campagnes de fidélisation qui sont dans cette démarche. Et le rapport, je trouve, il est assez intéressant. Les triggers email aujourd'hui, ça représente à peu près 5% des envois d'email. Et pourtant, en termes de revenus, c'est 30%. Donc, il y a un rapport juste éloquent qui démontre réellement l'efficacité de ce type d'approche et qui fait qu'aujourd'hui, on est sur des projets avec les clients, les sociétés qu'on rencontre qui nous demandent vraiment d'aller vers des solutions qui permettent d'industrialiser ces approches-là parce qu'on va le voir avec vous, Pascal, quand on est e-commerçant, quand on a beaucoup de références, on ne peut pas penser à tout et tout prévoir, on a beaucoup de combinaisons. Mais c'est vrai que la problématique du chiffre d'affaires, pendant très longtemps, le chiffre d'affaires était représenté par 3 choses, hein, qui étaient le taux d'acquisition, combien de gens viennent sur mon canal, c'est le taux de conversion et le panier moyen. Alors, le panier moyen, on a bien vu, en tout cas les dernières statistiques du mois de décembre le montraient encore, le panier moyen est encore en chute. Le taux de conversion reste à peu près stable. Et le troisième, l'acquisition. L'acquisition, au début du web, c'était facile, hein, je mettais un peu d'argent pour acquérir de nouveaux clients et j'augmentais mon chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est plus aussi évident, hein, le web est mature, ou alors les campagnes d'acquisition coûtent très cher. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est absolument jouer sur le taux de conversion et faire en sorte, en améliorant l'expérience client, on va doper ce taux de conversion. Et tous les canaux contribuent à doper ce taux de conversion. Alors par rapport à ça, on a évoqué juste avant avec vous, Hélène, la notion de parcours client, d'interaction, gérer, créer ces interactions. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça fonctionne dans Experian? Oui. Alors effectivement, passons un peu à des choses concrètes et très opérationnelles. Revenons à des éléments de mise en œuvre. Vous avez en fait à l'écran une slide qui est une capture écran de l'outil de gestion de campagne cross-canal que l'on propose au marché, avec typiquement ici la capacité sur un espace de travail qui est vierge normalement, eh bien d'aller glisser et déposer différents éléments pour que le marketeur puisse construire cette notion justement de parcours client. Et en fait, cette notion de parcours client, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une notion de workflow, une notion d'enchaînement d'actions et d'interaction, c'est-à-dire là aussi, je le disais tout à l'heure, c'est de savoir se projeter un peu plus loin que la pure action marketing sur comment mon client va pouvoir réagir à l'action marketing que je lui délivre et pouvoir orchestrer plus facilement et plus visuellement eh bien, toute cette possibilité de campagne. On voit bien que ça gère dans le temps
les différents types d'actions que vous menez, et ça, quel que soit le canal. Et oui, puisque une action marketing, on le sait, elle peut avoir une vie, en tout cas, elle peut générer du comportement et avoir une durée de vie qui n'est pas juste 24 heures. Hein. Derrière un email, je clique, je vais sur le site web, je vais partager, je vais aller chercher de l'info, etc. Donc voilà, c'est vraiment essayer de comprendre comment mon client va pouvoir réagir et prendre en compte bien, les différents push de communication que je vais pouvoir lui envoyer en fonction de la façon dont il va réagir. Alors moi, j'aime bien les parcours clients parce que, après tout, c'est assez sympa hein, de définir des bons moments, des bons points de contact avec son client, etc. Par contre, moi, ce que j'ai pu constater en tant que client, en tout cas, bah, c'est que souvent, ces parcours clients, ils se limitaient aux campagnes sortantes. C'est à peu près, ça commence à être bien géré, en tout cas par les clients d'Experian, je pense que c'est bien géré. Vous gérez bien des parcours clients, mais c'est sur de l'email, c'est du SMS, c'est de la communication sortante, alors qu'aujourd'hui, ce parcours client, pour nous, il doit être cross-canal. C'est je dois animer le client, y compris sur une tablette tactile, sur une application mobile, sur le web, sur demain les montres, les montres, j'en ai moi-même une qui sonne constamment, où je vais pouvoir envoyer. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait citer, moi je trouve assez intéressant, on pourrait pousser des messages. C'est par exemple pour les gens dans les supermarchés, avec ces fameuses douchettes, faire de la recommandation produit. Tout est canal, tout est point de contact, des bornes, etc. Et donc, c'est pour ça, il y a une chose importante qui est d'arriver à personnaliser l'ensemble de ce parcours, et ça, quel que soit les supports de communication, mais aussi les canaux de vente. Les canaux de vente, ils peuvent être digitaux, mais ils sont aussi physiques, hein, c'est des call centers, etc. C'est tous les supports de communication, à la fois par les SMS, les emails, tous les points que l'on pourra avoir. Et dans ce parcours client, il y a deux mots qui sont importants. La personnalisation, comment on va recommander des bons produits, comment on va faire de l'upsell, comment on va mettre en avant ces promotions, tout en tenant compte à la fois de la navigation, de la réaction aux offres et ainsi de suite. Par rapport à ça, ce qui est important, c'est que on a beaucoup parlé pendant très très longtemps, on parlait de la relation client. Ouais. On disait, je veux une solution, la CRM, je vais chercher, j'ai besoin d'une solution de relation client sur lequel j'adossais une solution de gestion de campagne marketing. Mais c'était avant tout quoi? C'était avant tout, ce que je disais, c'est on collectait de l'information pour ensuite les restituer sur différents types de canaux. Que ce soit lié à l'achat. Alors, on collectait les achats, on collectait les visites, on collectait les réactions, les ouvertures, les clics, etc. Donc, c'est là où on parlait tout à l'heure de big data. Il faut forcément collecter pour arriver ensuite à restituer. Alors que la logique d'aujourd'hui, quand on parle d'expérience client, bien, elle est différente. On doit gérer ce qu'on appelle les interactions clients et tout ça en temps réel. Ce que je fais sur un canal, doit être disponible sur l'autre. Et je dois être capable de réagir. Si je fais quelque chose sur le web, d'être capable, quelques minutes plus tard, d'afficher quelque chose de personnalisé sur l'application mobile. On sait que le client, moi en tout cas en tant que client, ça m'arrive très souvent, je vais regarder de l'information sur le web, et puis je vais dans la rue, je vais chercher un magasin, je prends l'application mobile. Si on ne me parle pas de ce que j'ai fait quelques minutes auparavant sur le web, j'ai perdu tout le sens de cette expérience client et de la personnalisation que je veux mettre en œuvre. Et c'est pas de me rappeler 2 jours après en me disant tiens, au fait, tu as regardé tel type de produit sur le web, reviens voir ce qu'on pourrait te proposer. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, le nouvel enjeu, il est là, de passer de cette logique de relation à la logique d'expérience client. J'ajouterais par rapport à ce que tu viens d'évoquer, Pascal, il y a un point important où effectivement, il y a peut-être aussi sur le marché, il va y avoir sur le marché la recherche de la solution qui sait tout faire. En un seul endroit, etc. C'est pas si évident que ça. Moi, je pense que pour bien gérer l'expérience client aujourd'hui, ça va être la capacité des solutions, leur agilité à se connecter entre elles et à ce que effectivement les expertises savent bien communiquer ensemble et savent bien se marier ensemble pour avoir un ensemble de solutions qui va faire que, in fine, j'ai plusieurs choses, une solution globale qui va savoir bien gérer l'expérience client. C'est bien pour ça qu'avec justement Experian, nous avons créé un connecteur entre nos solutions pour pouvoir justement proposer, on va aborder ce thème-là, de la recommandation produit dans la gestion de campagne. Cette gestion de campagne, trois grands critères, l'événement client, le parcours, le changement d'état. Quelques mots par rapport à ça? Oui, effectivement, la gestion de campagne, c'est un mot très généraliste. On peut le
catégorisé finalement 3 types de gestion de campagne, 3 types de triggers. Alors il y a les triggers liés à l'événement client, alors quelques exemples, très connus, très appliqués sur le marché aujourd'hui, l'ancienneté, l'anniversaire, la carte de fidélité pour informer du solde de points, de la validité de certains points, etc. La gestion de campagne, le trigger qui va prendre en compte les notions de parcours client. Alors, on travaille beaucoup aujourd'hui sur l'intégration des données du Web Analytics au sein de cet outil de gestion de campagne pour qu'effectivement le marketeur ait la capacité à réutiliser ce type de données pour pouvoir pousser des emails en fonction d'une visite. Encore très récemment, sur un site de luxe gastronomique, c'est comme ça que la marque s'est définie. J'ai visité plusieurs fois un produit, j'ai reçu 48 heures après un trigger lié à cette visite de produit me permettant de revoir ce produit, mais aussi qui me recommandait d'autres produits qui peut-être pourraient m'intéresser. Et ensuite, un dernier type lié au changement d'état de la personne. Il vient de créer un compte, il est devenu fan, il a fait son premier achat. Voilà, autant d'événements qui peuvent donner prétexte à de l'email déclenché. Alors, par rapport à ces types, hein, vous allez nous communiquer un certain nombre d'exemples de campagnes réalisées par vos clients, mais surtout, ce qui est intéressant par rapport à ces campagnes, c'est surtout qu'est-ce que ça a donné en termes de retour, hein, parce que avant tout, vous parliez tout à l'heure de ROI, de bénéfices, qu'est-ce que ça donne chez vos clients? Oui, on a montré encore peu de chiffres, hein, mis à part le rapport de 5 à 30. Une campagne très classique aujourd'hui et plutôt bien maîtrisée par les annonceurs, c'est ce fameux email trigger anniversaire. Alors les chiffres ici que vous voyez, ce sont des chiffres en comparaison versus un email de masse, hein, pour démontrer l'efficacité de réaliser ce type de campagne. Ce sont des exemples délivrés chez les retailers. On le voit en termes de taux d'ouverture, de taux de réactivité, donc forcément taux de conversion. Donc là, on est vraiment sur la notion de revenu. Oui, c'est un email efficace. Pourquoi? Parce qu'il vient forcément au bon moment. Pas toujours. Pas toujours, mais plus que l'email de masse, en tout cas. Je ne citerai pas cette grande enseigne qui m'a souhaité mon anniversaire une année en juillet, alors que je suis né au mois de décembre. Alors peut-être que cette enseigne n'avait pas de qualité de données, n'avait pas bien travaillé justement. Garbage in, garbage out. Donc n'oublions pas le projet data, hein, souvent autour de la gestion de campagne. En tout cas, quand l'email et les datas sont bonnes, effectivement, par rapport à de l'email de masse, c'est un email qui reste efficace. Deuxième exemple, l'anniversaire des enfants. Alors ça, c'est... Oui. Ah oui, il ne faut pas les oublier, ces chers bambins. Donc là encore, une application très concrète de la prise en compte de la contextualisation du client et de son moment de vie et de son cycle de vie. Un taux d'ouverture forcément plus efficace parce qu'il se sent plus concerné. L'abandon de panier. Alors celui-là, on reviendra tout après parce que je pense qu'il y a des choses aussi différentes que l'on va pouvoir faire autour de ce type d'email. Mais je vais laisser Hélène nous en parler. Oui, alors l'abandon de panier, c'est aussi pour moi devenu un classique de la gestion de campagne, hein. Énormément d'annonceurs et de e-commerçants utilisent cet email parce que tout simplement, vous voyez les chiffres ici, l'affiche, c'est un email efficace. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on est à un autre stade de l'email abandon de panier. Il ne suffit pas juste d'en faire un, c'est vraiment de voir comment on va pouvoir l'optimiser en termes de contenu pour qu'il transforme réellement de façon exponentielle et très efficace. Alors Pascal a quelques éléments à évoquer là-dessus. Moi, on m'a souvent posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Alors est-ce qu'il faut que je l'envoie tout de suite, pas tout de suite? Est-ce qu'il faut que j'attende? Est-ce qu'il faut que j'envoie le contenu dedans, le personnaliser, etc. Eh bien, prenons finalement tout le discours que Pascal et moi avons pu avoir précédemment. Oui, il faut que ce soit personnalisé. Oui, il faut qu'il y ait du contenu pertinent dedans. Et non, ne soyons pas trop intrusifs avec les triggers que l'on met en place. Donc, n'harcelons pas le client. Donc, attendons aussi un peu l'envoi de cette campagne. Et donc, le temps réel, en termes de timing, n'est pas non plus nécessaire à chaque type de trigger que vous souhaitez délivrer. Voilà, ça c'était... Ici, un autre exemple. Pour alimenter vos idées marketing. Donc effectivement, une offre sur la nouvelle collection suite à un achat en solde. C'est vraiment en fait sur ce type d'exemple, ce qui est intéressant, c'est encore une fois les datas et les données dont on dispose sur le contact et le client. Pas forcément les datas de façon instantanée que l'on peut collecter, mais aussi prendre en compte l'historique
que l'on a avec la personne, l'historique qu'il a avec la marque et donc toutes les datas et les données que j'ai à ma disposition pour envoyer un contenu personnalisé. Alors, maintenant, on va revenir sur un autre sujet et je vais intervenir un peu plus. C'est comment distribuer un bon contenu grâce à de la recommandation produit. Alors, la recommandation produit, la puissance de la recommandation, en tout cas, elle n'est plus à prouver. Il y a voilà, une grande enseigne connue de tous qui est un peu la référence. Moi, je rencontre souvent des prospects qui me disent « Ah, mais moi, je veux faire comme Amazon. » Voilà, ça, c'est « Je veux faire comme Amazon. » Alors, je leur dis souvent ce qui est bon pour Amazon n'est peut-être pas forcément bon pour vous. Mais ça, c'est un autre débat que nous n'aborderons pas ce matin. Mais l'idée du fondateur d'Amazon, qui est vieille, de 1999, j'ai repris un vieux chiffre qui était à l'époque, son idée, c'était de dire, j'ai 6 millions de clients, depuis vous imaginez le nombre de clients qu'il a pu acquérir, mais en 99, il avait 6 200 000 clients, je veux 6 200 000 vitrines. Et c'est ça, la recommandation, la personnalisation, et on a bien vu que le business model, en tout cas d'Amazon, fonctionne très très bien. Il y a deux études, une du Forrester et une d'Aberdeen, qui dit la chose suivante. Voilà, 77% des clients interrogés pensent que la recommandation de produits, et là j'insiste bien sur le mot personnalisé, sont utiles et un tiers d'entre eux indiquent qu'ils ont acheté des produits sur la base de cette recommandation. Et on est bien sur de la recommandation personnalisée. Le deuxième point, 96% des marketeurs pensent qu'une vraie personnalisation one-to-one améliore bien sûr le taux de conversion et c'est l'objet de tout ça. Alors la recommandation, quand on parle de recommandation, eh bien, je vais donner un mot. La première type de recommandation qu'on retrouve souvent ou que les gens évoquent, c'est ce qu'on appelle la recommandation statistique. C'est la machine, voilà, alors je l'ai représentée par cette petite tête avec des 1 et des 0, c'est de se dire, bah, c'est la technologie qui va réfléchir pour moi et qui va aller me préconiser des bons produits. C'est un peu la facilité finalement. C'est un peu la facilité, c'est ce qu'on va voir, et c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus efficace en termes de recommandation. Mais oui, on verra, en tout cas Compario propose un module de recommandation purement statistique. La deuxième question, c'est de me dire, est-ce que je dois pas aussi faire confiance à l'humain? Quand je dis faire confiance à l'humain, c'est qu'il y a plein de règles métier. Quand vous êtes vendeur dans un réseau de magasins, vous savez comment vendre un produit à un client en tenant compte de sa réaction, en tenant compte de ses habitudes d'achat, en tenant compte d'un certain nombre de choses. Et ça, c'est des vraies règles métiers, c'est pas de la statistique. C'est je connais mon client, moi en tout cas, j'ai l'habitude de fréquenter une boutique pour mes vêtements, bah, le vendeur, il me connaît parfaitement. Il m'amène vers les nouveautés, il m'amène vers les produits que j'aime, il sait que je déteste le vert, il va surtout pas me parler du vert. Enfin voilà, on connaît son client, on lui parle, on l'anime d'une certaine façon. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que je vais parler un peu du concept de la recommandation statistique. Globalement, les solutions de recommandation statistique utilisent trois choses. Ce qu'on appelle l'historique de navigation sur le site. Alors, quand je dis le site, c'est les canaux. C'est l'historique du client. Qu'est-ce qu'il a regardé, qu'est-ce qu'il a visité, quel achat il a fait, quelle fréquence, etc. Et puis ensuite, le moteur de recommandation va capter ce qu'on appelle l'instant présent. C'est pendant qu'il est en train de naviguer sur un canal, eh bien, comment je vais lui recommander des produits. La problématique de tout ça, en tout cas c'est ce que nous pensons chez Compario, c'est qu'elle est trop basée sur ce que j'appelle de la statistique de relation. La statistique de relation, c'est quoi? C'est que je prends tous mes produits, d'accord? Je regarde comment les gens ont navigué, comment ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont fait, pour arriver à déterminer que, avec le produit 1, la meilleure statistique à 99,99, c'est le produit X, à 99,98, c'est le produit Y, etc., etc. Donc, je mets des scores de relation entre mes produits. D'accord? La vraie problématique de tout ça, c'est quoi? C'est que, je ne l'ai pas mis là-dessus, c'est que souvent, cette recommandation, elle va être limitée et tout se base sur le produit. Je donne souvent cet exemple. Je vends en ce moment une basket Nike bleue montante. D'accord? Et puis, cette basket, elle a bien sûr toutes les relations. Ceux qui ont regardé ou acheté cette basket Nike montante référence AAA ont acheté un sac Adidas, ont acheté un t-shirt ceci, etc. J'ai toutes mes relations. Le seul problème, c'est que mon Adidas crée une nouvelle basket qui est la référence BBB. D'accord? Le problème, c'est que tant que j'ai pas vendu, tant que le produit n'a pas été suffisamment vu, n'a pas été suffisamment acheté, jamais il ne sera recommandé, puisque la recommandation se fait sur la basket Nike référence AAA.
Et ce que nous avons introduit, nous, par rapport à la recommandation classique, c'est de se dire que la recommandation doit se faire sur des caractéristiques majeures de mes produits. Qu'est-ce qu'on va scorer? C'est pas le produit, c'est la relation entre la marque, la couleur, la taille, le style. Voilà, c'est toutes ces données par rapport, bien sûr, au produit que vous vendez, qui est de se dire, eh bien, moi, ce que j'ai scoré dans Comparion, c'est la basket montante bleue Nike. La référence AAA, je m'en moque. Et ce qui veut dire quoi? C'est que si cette nouvelle référence entre dans mon catalogue, la relation de ceux qui sont en train de regarder un t-shirt blanc de telle marque, je dois préconiser une basket montante de la marque Nike. Et là, je vais chercher les produits qui sont disponibles. Et je vais chercher les derniers produits. Et donc, on évite tous ces phénomènes de cold start. Et c'est surtout très intéressant pour les gens qui ont des catalogues qui évoluent régulièrement. Les gens qui font dans l'habillement, quand on sait que les collections évoluent toutes les 8 semaines, forcément, eh bien, la recommandation statistique va être moins pertinente si on se fait que de la recommandation classique sur de la statistique produit à produit. Le deuxième point important, c'est comment je dois être capable de rendre la recommandation plus pertinente. Vous avez tous fait l'expérience, d'accord, en tant qu'utilisateur de site web, où on vous préconise, à un moment donné, tiens, j'ai mis ça au panier, ou je suis en train de regarder tel produit, et on vous préconise des produits complémentaires, etc. Mais, je dis souvent, quelle est la différence entre 99,9, 99,8, 99,97? C'est rien, c'est infime. On ne peut pas exposer tous les produits. Donc, à un moment donné, j'ai peut-être intérêt à filtrer cette recommandation. Et filtrer la recommandation, je vais vous donner un autre exemple que j'utilise souvent, qui est si aujourd'hui vous allez sur un site de Drive, d'accord, et que vous mettez au panier une bouteille d'Evian. La statistique va vous dire quoi? Va vous dire que ceux qui ont acheté de l'Evian ont acheté du lait bébé et des couches culottes. C'est la statistique. Par contre, si j'ai jamais acheté de couches culottes ou de lait bébé, ça sert à rien. Et pourtant, la meilleure note, 99,99, est sur le lait bébé. Et donc, non, j'ai intérêt à commencer à introduire des règles métiers, d'accord, qui vont me permettre de rendre cette recommandation beaucoup plus pertinente. Et par rapport à ça, une des recommandations, c'est quoi? C'est que vous avez des problématiques de pilotage des stocks, de pilotage de la marque, de montée en gamme de vos clients, de cohérence de la politique commerciale entre les différents canaux, etc. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que recommander un produit qui n'est pas en stock, c'est l'aberration totale. Et pourtant, ça arrive. Ce que vous voyez aussi, c'est dans la recommandation, je l'ai vu récemment sur un grand site de chaussures, où quand je mettais une paire de chaussures, il me proposait le même type dans le panier, le même type de chaussures, de la même chose, à part m'embrouiller et me dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Non, j'ai peut-être pas fait le bon choix. J'abandonne mon panier et on reparlera justement de la relance de cet abandon de panier. Mais tout ça, c'est important. C'est vraiment de piloter tout ça. Et c'est pour ça que chez Compario, nous, ce que nous avons pensé, c'est que cette recommandation statistique, on doit la merchandiser. On dit de recommandation to merchandising, qui est de se dire, la recommandation statistique, je dois quand même pouvoir jouer sur deux piliers, qui sont, quels sont les produits que j'ai envie de présenter? Donc, le quoi, comment je veux les sélectionner? Je ne vais pas me baser sur toute la stat, parce qu'à un moment, peut-être, j'ai envie de mettre en avant plutôt les promotions, j'ai peut-être envie de mettre en avant plutôt les promotions, j'ai peut-être envie, que je suis un distributeur multimarque, à un moment, j'ai peut-être envie dans la recommandation de pousser mes nouvelles marques par rapport aux marques les plus anciennes ou historiques de ma distribution, etc. Et donc, c'est complètement de jouer, de mettre ces règles métiers qui vont permettre de gérer à la fois le quoi et le comment dans cette recommandation statistique. Et c'est pour ça que on s'est associé, on a dit l'association de ces deux savoir-faire. Le métier de Compario, c'est personnaliser, recommander des produits, et ça, quel que soit le canal. Et donc, nous nous sommes approchés d'expérience parce qu'on considérait aujourd'hui que l'email n'était pas forcément suffisamment personnalisé. Alors, avant de rentrer dans cette partie-là, j'ai demandé à Experian de nous présenter un peu rapidement leur plateforme, comment ça fonctionne, pour qu'on puisse ensuite parler de l'intégration de nos deux solutions. Oui. Alors, puisque effectivement, on a parlé de stratégie, de vision, de point de vue, ensuite se pose la question de l'exécution et de la solution qui va vous permettre de communiquer ces principes-là auprès de vos clients. Ça va passer par Experian, par une plateforme, donc Cross-Channel Marketing Platform, qui va regrouper en un seul point, donc une plateforme SaaS, qui va regrouper en un seul outil, en un seul point, 3 métiers marketing
à travers trois pans fonctionnels qui vont être la gestion de la donnée, la gestion de la segmentation et du contenu et la planification de marketing, donc cette diffusion cross-canal pour aller distribuer le bon contenu au bon moment. Dans les grandes lignes, finalement, ces trois pans fonctionnels vont vous permettre de travailler dans un premier temps sur les prérequis. J'ai beaucoup parlé de données et du projet données au sein de tout ça. Effectivement, il faut que vous ayez les bonnes données bien structurées, bien propres, bien qualifiées au sein de votre outil de gestion de campagne pour pouvoir ensuite facilement créer les relations et aller requêter cette donnée pour définir le qui et le quoi que vous allez pousser sur le canal et donc finalement répondre à la question du quand et de quel canal je dois utiliser ou il me paraît le plus propice d'utiliser à l'instant T. Quelques écrans produits pour vous rendre la chose encore plus concrète. Donc je parlais de gestion de la donnée, et bien ça va passer par un premier pan du projet qui est la création d'une base marketing opérationnelle. Alors, il ne s'agit pas là de recréer un entrepôt de données ou de venir parasiter ou mettre un énorme overlap sur les bases de données marketing CRM qui peuvent déjà être en place au sein de vos organisations. Il s'agit là plus de créer un data mart agile et opérationnel qui va contenir essentiellement la donnée historique marketing qui va vous permettre de commencer à personnaliser vos communications, mais surtout de capter et d'héberger, d'historiser les données issues des interactions avec vos clients, données issues de l'activité marketing que l'on va traquer au fur et à mesure de la relation. Une fois que cette base de données marketing opérationnelle est mise en place, un des grands points d'honneur que va se faire le marketeur, c'est d'aller explorer, regarder un petit peu quels sont les filtres et justement ces règles métiers qu'il est pertinent de mettre en place. Donc ce qui nous a paru important, c'est de rendre accessible ce métier-là aux marketeurs directement et pas juste au service des études ou à l'IT, puisque quand on parle d'interaction, il y a cette notion de temps réel et d'instantanéité. Donc par un module qui ne demande pas de requête SQL ou d'écriture de code, de pouvoir avoir accès à toute sa donnée et de pouvoir avoir accès facilement à du requêtage du filtre multicritère. Tout cela pour créer ces règles métiers qui va ensuite piloter l'affichage du contenu ou pousser le bon contenu selon les conditions que j'ai définies. Ici, vous avez l'exemple d'un email qui va pousser différents contenus en fonction de l'appétence produit. Est-ce que je suis plus vin rouge, plus vin rosé, plus vin blanc, plus champagne, etc. Et qui va pousser un contenu HTML. Alors par rapport à ça, ça va être facile quand on a peu de combinaisons ou qu'on sait déjà bien, qu'on a une idée déjà bien définie de ce qu'on veut faire. L'enjeu derrière tout ça, c'est de pouvoir replacer un peu l'expérience client et de se dire, bah oui, mais bon, j'ai peut-être plus que 4 combinaisons possibles. Voilà. C'est vrai que là, si on prend cet exemple où j'ai 4 familles, si je ne vends que du vin, et bah oui, malheureusement, le vin, il n'y a que du rouge, du rosé, du vin blanc ou du champagne. Donc la combinatoire est relativement simple. Mais si je prends certains exemples clients qui utilisent notre solution justement pour personnaliser l'email, je vais vous donner des choses très simples. J'ai par exemple des clients qui sont distributeurs multimarques. D'accord ? Ils ont 200 marques de produits. Dans l'habillement. À un moment donné, dans le principe marketing, ce qui est super intéressant, c'est de se dire, tiens, dans ma newsletter, je vais envoyer les nouveautés des 3 marques préférées de mon client, les 3 marques préférées visitées ou les 3 marques visitées les plus achetées. Là, vous commencez à vous dire, oh là là, si je dois dire if marque 1 et marque 12 et marque 27 et voilà le contenu que je vais pousser, on se rend bien compte que c'est strictement impossible, d'accord? C'est ce cas ici où je dis, ben voilà, aujourd'hui on met des conditions, if le client et je vais pousser le contenu 1, if le client le contenu 2, etc. Et vous voyez bien que on arrive là à ce que j'appelle la limite. Et je vais reprendre un autre exemple intéressant que j'ai voulu illustrer, c'est comment, par exemple, dans un email d'abandon de panier, on a vu l'exemple tout à l'heure qui était la bonne nouvelle, revenez, vite validez votre panier. Voilà. Donc on est tous soumis à ce genre de, on va dire, de pratique marketing,
où quand je mets quelque chose au panier, ben, après, pendant un certain temps, eh bien, on me relance, on m'envoie des emails, je vais sur ma boîte mail perso et on me remet pendant des semaines et des semaines, etc. J'ai voulu montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire en associant donc la capacité d'automatisation du trigger marketing d'Experian, qui est de choisir le bon moment à laquelle on va envoyer cet email, et l'audience, d'accord, mais surtout d'arriver à envoyer un contenu qui est adapté et qui est beaucoup plus riche que ce qu'on n'a jamais vu dans un email. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la plupart du temps, ce que disait Hélène tout à l'heure, est-ce que je mets ou pas le produit, etc. Si je prends l'exemple que je vous montre de l'email de Compario, c'est le haut de l'email qu'on verrait. Pendant, j'ai été sur le site de Compario, j'ai mis au panier un objectif Nikon à 1900 et quelques euros. Et pendant un certain temps, ben, on me relance sur viens acheter cet objectif, viens l'acheter. Et il y a des choses intelligentes à faire, parce que la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, ben, est-ce qu'il a mis au panier le bon produit? Est-ce que c'était le bon produit pour ce client? Et puis, je me sais aussi ce qu'il a vu. J'ai peut-être, dans cet abandon de panier, dans cet email de relance, la capacité à lui présenter d'autres objectifs. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être eu des nouveautés entre le moment où il avait mis l'objectif et le moment où le trigger marketing a décidé d'envoyer cet email. C'est peut-être des nouveautés sur ces objectifs. Donc, j'essaye de lui faire aussi découvrir l'intégralité de mon offre par rapport à cet objectif. Donc déjà, vous voyez bien que si vous vouliez faire ça, d'accord, il faudrait que je prenne chaque produit pour dire, ben voilà, avec l'objectif machin, voilà ce que je vais proposer, avec l'objectif 2, voilà ce que je vais proposer, et forcément, c'est impossible. Nous, dans Compario, c'est une et une seule règle où on dit, ben voilà, je vais associer un produit similaire qui a peut-être les mêmes caractéristiques, de la même marque, où j'ai envie de pousser ma marque distributeur, qui est bien sûr en stock. C'est important, je ne vais pas aller envoyer un email avec un trigger pour proposer un produit qui ne serait pas disponible, donc qui est disponible, sur lequel j'ai le plus de marge, etc., etc. Tout ce qu'on a évoqué auparavant, c'est de recommander d'autres types de produits. Puis après, la deuxième chose que je peux me dire, cette vente, je l'ai loupée. Je l'ai loupé, le client, il a été acheté son objectif chez mon concurrent. Eh bien, ça sert à rien que je lui parle pendant des semaines et des semaines de viens, reviens. C'est pourtant une bonne nouvelle, hein. Viens vite, j'aime bien l'email, hein, viens vite, valider ton panier, c'est une bonne nouvelle. Sauf que si je l'ai acheté ailleurs, c'est pas intéressant. Par contre, ce qui peut être super pertinent au niveau du métier, c'est de se dire, avec cet objectif, j'ai peut-être d'autres produits à lui vendre. S'il a acheté cet objectif chez mon concurrent, j'ai là, quoi, j'ai des boîtiers d'appareils photo, mais nus, puisque je me dis peut-être qu'il a acheté cet objectif ailleurs, je ne vais pas lui proposer un appareil photo avec objectif. Il l'a acheté ailleurs, je vais lui proposer de découvrir mon offre d'appareil photo. Voilà. C'est là où l'aspect métier est important. On n'est pas juste sur de la statistique. C'est pas de la statistique, c'est vraiment comment je veux faire ça. Et ça, vous voyez, que la valeur que ça peut avoir, c'est d'arriver à associer tout ça et de faire en sorte que depuis la plateforme d'Experian, eh bien, on capte tout ça et globalement comment ça fonctionne. Eh bien, il suffit de déterminer au niveau d'un email, en tout cas dans l'email ou d'un autre support, eh bien, c'est quelles sont les zones que l'on souhaite animer et quelles sont les zones qui sont animées par la solution Compario. Bien sûr, derrière, je veux aussi avoir du contenu dynamique qui est géré par Experian, parce que j'ai peut-être envie d'envoyer un code promo particulier, parce que j'ai envie de mettre un loop particulier à cet email, etc. Donc, toutes les fonctions de personnalisation des plateformes de marketing automation vont bien sûr être utilisées. On va dédier des emplacements pour pouvoir dire cet emplacement est géré par une solution de recommandation et de personnalisation produit pour pousser le bon produit au bon endroit. Voilà, nous avons, je dirais, terminé et à peu près respecté le timing puisqu'il est 55 et on a toujours l'habitude de laisser la possibilité, de vous laisser la possibilité en tout cas de nous poser des questions. Alors n'hésitez pas, vous avez l'interface qui vous permet de nous poser des questions. C'est toujours la première question hein, qui est la plus difficile à lancer. Mais je suis sûr que vous avez plein de choses à nous demander. Écoutez, aucune question, ça voudrait dire que nous avons été parfaitement clairs. On peut peut-être parler, Pascal,
de la mise en œuvre de ce type de produit? On est sur des projets court terme, on parle beaucoup de la notion d'agilité aujourd'hui dans les projets web. Alors, globalement, quand on parle de l'association, si on parle de la recommandation, purement recommandation, mais en faisant de la recommandation métier, comme on l'a évoqué dans Compario, il y a une façon relativement simple de l'implémenter où on vient définir sur ce qu'on appelle des emplacements, sur le web, sur une borne en magasin, sur un email, voilà. On définit le canal et l'emplacement, d'accord? Et ensuite, eh bien, on paramètre, les gens du métier paramètrent les règles. Donc forcément, on a besoin d'avoir un catalogue produit pour avoir toutes les caractéristiques du produit. Et la dernière chose, c'est qu'on déploie ce qu'on appelle des tags pour pouvoir capter eh bien, ces éléments de navigation, quels sont les produits qu'il a vus, quelles sont les familles qu'il a visitées, quels sont les filtres qu'il a pu utiliser, etc. De pouvoir savoir qu'est-ce qu'il a acheté, quel est son segment client qui provient de la segmentation qui a été réalisée. Donc on a des flux qui permettent de récupérer à la fois de la donnée produite, de la donnée client provenant du CRM, et derrière des tags qu'on positionne sur les différents canaux digitaux pour capter, d'accord, la réaction de ce client. Et donc, c'est des projets qui se déploient très très rapidement. Pour donner un ordre d'idée, quand on parle purement recommandation, on est sur des projets qu'on déploie en une quinzaine de jours de travail. Alors bien sûr, il y a du travail de l'éditeur, de l'intégrateur, de l'agence pour aider nos clients dans ce cas-là. Eh bien, écoutez, visiblement, vous ne voulez pas nous poser de questions ce matin. Tant pis. On a été vraiment très limpide. Eh bien, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée et vous recevrez très très rapidement d'abord un lien qui vous permettra de revoir cette présentation parce qu'elle a été enregistrée. N'hésitez surtout pas à la passer à vos connaissances, à d'autres membres de vos équipes pour diffuser ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci encore Hélène pour ta participation ce matin. Merci de nous avoir invités. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Au revoir.